Lorsqu'un homme d'affaires influe s'est rendu seul au cœur du désert, personne ne savait ce qu'il s'apprêtait à faire. À l'intérieur du coffre, deux nouveau-nés, enveloppés dans des couvertures fragiles, respiraient leurs premières heures de vie. Sans témoin à proximité, il les a laissés enterrer sous un soleil de plomb, croyant qu'ils ne seraient jamais retrouvés. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que, dans ce même désert, une présence silencieuse et inattendue approchait, guidée uniquement par son instinct. Ce qui se passera ensuite défiera votre logique et touchera profondément votre cœur. Avant de plonger dans cette histoire vraie de courage, d'amour et de destin, commentez ici où vous regardez. Et si cette intrigue vous touche, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à Destino Narrado, où chaque histoire révèle ce qu'il y a de plus intense dans l'âme humaine. Le soleil se levait avec une fureur silencieuse sur le désert du sud du Nouveau-Mexique, colorant l'horizon de tons dorés qui ressemblaient à des flammes en mouvement. La chaleur, encore tôt le matin, se répandait déjà sur le sable, comme un avertissement que la miséricorde n'existerait pas ce jour-là. Un SUV noir, brillant et dissonant au milieu de l'immensité des dunes, tranche le silence ancien du désert. Le moteur rugit bruyamment jusqu'à ce qu'il s'arrête brusquement au sommet d'une colline sablonneuse. Du siège du conducteur est sorti Edgar Blake, un homme d'âge moyen vêtu d'un costume sombre et au regard glacial. Ses chaussures en cuir s'enfoncèrent dans le sable fin tandis qu'il ouvrait la porte arrière avec des gestes minutieusement calculés. À l'intérieur de la voiture, enveloppés dans des couvertures blanches en coton égyptien, gisaient deux bébés identiques, les yeux toujours fermés et la peau aussi délicate que de la porcelaine. Il les observa un moment, peut-être la dernière lueur d'humanité essayant d'émerger, mais il tourna bientôt son attention vers la sombre tache. À main nue, Edgar commença à creuser deux petits trous dans le sable bouillant, laissant la sueur couler silencieusement sur son front. Ses mouvements étaient mécaniques, comme s'il voulait éviter de penser à la monstruosité de ce qu'il faisait. Chaque poignée de sable jeté semblait enfouir un peu de son âme. Quand il eut fini, il s'agenouilla devant les tombes, respirant lourdement, non pas à cause de la fatigue physique, mais à cause de la pression émotionnelle qui le rongeait en silence. Il déposa les jumeaux, l'un à côté de l'autre, dans la tombe peu profonde qu'il avait creusée, laissant leurs petits visages exposés au soleil, comme pour rendre un hommage silencieux au destin qu'il avait lui-même déterminé. Les enfants, subissant le choc de la chaleur et du sable, pleurèrent à l'unisson. Le son était fragile, aigu, comme le dernier cri d'un oiseau blessé. Edgar se leva avec un profond soupir, jeta un dernier regard derrière lui et retourna à la voiture. Son visage, autrefois impassible, montrait désormais une trace de quelque chose de presque humain. Peut-être la culpabilité, peut-être la peur. Le moteur rugit à nouveau et le SUV disparut à l'horizon, englouti par la poussière soulevée par ses propres pneus. Derrière lui, les cris des bébés étaient avalés par le vent chaud du désert. Les heures passèrent comme une éternité silencieuse. Le soleil atteignit l'apogée de son règne sur le ciel, envoyant d'invisibles lances de chaleur qui brûlèrent tout ce qu'elle touchait. Les jumeaux, désormais plus exposés à l'hostilité de ce monde aride, ne pleuraient presque plus. Leur petit corps tremblait entre des sanglots étouffés. Au loin, un son différent émergea. Le galop rythmé d'un animal solitaire. Lua, une jument brune au pelage brillant et aux yeux sombres comme de la terre mouillée, galopait entre les dunes. Il n'avait ni cellule sur le dos, ni corde autour du cou. Elle était libre, mais guidée par quelque chose d'invisible. Ses oreilles bougeaient comme des radars, capturant chaque bruit, chaque murmure du vent. Lorsque ses yeux captèrent le mouvement subtil d'une petite main luttant sous le sable, elle s'arrêta brusquement. Les narines se dilatèrent, tout le corps se tendit. Quelque chose n'allait vraiment pas. La jument s'approcha d'un pas lent mais déterminé, jusqu'à se retrouver à quelques centimètres des stands. Il baissa le museau et aspira l'air. L'odeur de la vie fragile et la chaleur dégagée par les bébés frappaient durement son instinct protecteur. Lua, avec une délicatesse surprenante pour un animal de sa taille, se mit à creuser avec ses sabots, raclant soigneusement le sable. À chaque mouvement, il révélait davantage leur petit corps vulnérable. La première complètement découverte ouvrit un bref instant les yeux, fixant la jument d'un air vide, comme si elle voyait un ange à quatre pattes. Lua hennit doucement,
comme si elle murmurait une promesse. Le deuxième bébé ne pleurait plus, mais respirait toujours. La chaleur avait vaincu presque toute sa résistance. Lua passa son nez sur leur petit visage, comme pour vérifier leurs signes vitaux. Sachant qu'elle ne pouvait pas faire plus seule, Lua leva la tête et hennissait bruyamment, un son qui traversait le silence du désert comme le tonnerre. C'était un appel à l'aide. Son instinct lui disait qu'il y avait des humains non loin et qu'elle devait les y amener. Il se retourna, regarda l'horizon et se mit à trotter dans une direction que seul son cœur comprenait. Derrière elle, le vent recommença à souffler avec plus de force, soulevant des tourbillons de sable qui recouvrirent partiellement les corps des jumeaux à moitié sauvés. Mais le destin avait déjà changé. Ce qui était marqué comme une mort silencieuse allait devenir le début de quelque chose qui changerait à jamais de nombreuses vies. Aux portes du désert, la vie continuait dans sa simple routine, mais une créature, sans voix, portait dans ses sabots les cris de deux enfants et dans la trace qu'elle laissait dans le sable, commençait à s'écrire une histoire que le monde n'était pas prêt à oublier. Le soleil était déjà haut lorsque Lua, la jument au pelage brun et aux yeux attentifs, se mit à galoper vers la lisière du désert. Sa poitrine se soulevait, ses narines dilatées aspiraient l'air chaud et raréfié, comme s'il déchiffrait le chemin par l'odorat. Elle connaissait cet itinéraire, mais ne l'avait jamais emprunté avec autant d'urgence. Son esprit animal ne comprenait pas complètement ce qui se passait, mais il sentait dans chaque fibre de son corps que ces petites créatures abandonnées avaient besoin d'aide. Guidée par son instinct et une intelligence qui défiait toute explication, elle traversa des dunes, évita des cactus et traversa des fissures sèches dans le sol jusqu'à ce qu'elle aperçoive au loin une petite cabane en bois et en adobe avec un toit de tôle tordu. C'était la maison Navarro. Là vivaient Thomas et Rosaria, un couple qui a vieilli en paix, bien que leur cœur ait été marqué par l'absence d'enfants. Lua n'a pas ralenti en s'approchant. Il hennit bruyamment dans un cri qui traversa l'air comme un éclair. Rosaria, qui tressait de la paille sur le porche, leva les yeux et fronça les sourcils. Thomas, la lune arrive en courant et a l'air effrayé. Thomas a quitté le hangar où il séparait les oignons et les citrouilles récoltées dans le jardin et, lorsqu'il a vu la jument courir vers lui, il a tout laissé tomber et a couru vers le porche. Lua s'arrêta brusquement devant les escaliers, la respiration difficile, les yeux écarquillés fixés sur les leurs. Elle hennissait encore, cette fois plus doucement, presque suppliante. Puis il recula d'un pas et tira légèrement sur la manche de la chemise de Thomas avec ses dents. « Mais que s'est-il passé aujourd'hui » murmura-t-il en regardant Rosaria. « Je ne l'ai jamais vu agir ainsi. » Insista Lua, tirant à nouveau sa manche et pointant la tête vers le désert. Rosaria posa la paille, s'approcha, passa sa main dans la crinière de la jument et la regarda dans les yeux. « Elle veut qu'on la suive, il s'est passé quelque chose. » Thomas hésita une seconde, regardant le ciel qui commençait à se couvrir de nuages lointains. « Si nous partons, nous devons y aller maintenant. Prends la grande bouteille d'eau et des couvertures, Rosaria. Si cette jument nous appelle, c'est pour une bonne raison. » La traversée a été difficile. Lua a couru, Lua s'est arrêtée, s'est retournée pour s'assurer que le couple les suivait. Puis cela a de nouveau accéléré, comme si chaque seconde comptait. Rosaria, même avec ses genoux endommagés par les années, ne s'est pas plainte. Ses yeux étaient fixés sur l'horizon, emplis d'une étrange anxiété. Thomas l'a aidé dans les montées les plus raides, en prêtant attention aux signes que Lua laissait. Après presque 40 minutes de marche, alors que le soleil tapait sur leurs cous et que la sueur trempait leurs chemises, ils aperçurent quelque chose entre les dunes. Lua s'arrêta, hennissait et creusait un peu avec ses sabots, jusqu'à ce que le son fragile d'un cri presque imperceptible traverse le silence. Rosaria a couru, s'est agenouillée dans le sable et a creusé avec ses mains. Ses doigts trouvèrent une fine couverture et, en dessous, un petit corps chaud et meurtri par le soleil. « Mon Dieu, Thomas! Il y en a deux, il y a deux bébés » s'exclama-t-il, les larmes coulant déjà sur son visage. Thomas tomba à genoux à côté d'elle, la bouche ouverte sous le choc. Les enfants étaient en vie, mais dans un état alarmant. « Il faut les sortir d'ici maintenant » dit-il, enlevant déjà sa chemise pour couvrir l'un des petits.
Le retour était une course contre la montre. Thomas portait une des filles sur sa poitrine, enveloppée dans sa chemise, trempée, essayant de la protéger du soleil avec son chapeau de paille. Rosaria portait l'autre en parlant doucement, comme si l'endormir avec des mots empêchait la vie de s'échapper de ses petits bras fragiles. Lua ne les a pas laissés derrière. À chaque arrêt, la jument l'entourait, le guettant telle une sentinelle, inlassablement. Lorsqu'ils arrivèrent à la cabane, Rosaria courut à l'intérieur et fit chauffer de l'eau sur le poêle à bois, tandis que Thomas préparait une bassine avec des chiffons propres. Les filles étaient lavées avec beaucoup de soin et de petites brûlures révélaient la cruauté à laquelle elles avaient été soumises. Rosaria a appliqué une pommade à base d'aloe vera et de miel qu'elle avait elle-même préparée. Nous ne pouvons pas les laisser sortir, Thomas. Pas après ça. Il la sentait juste, les yeux larmoyants, le cœur serré par une nouvelle sensation qui se formait dans sa poitrine. À la tombée de la nuit, les filles dormaient déjà, enveloppées dans d'épaisses couvertures et placées dans un panier garni de couvertures. Lua s'allongea dehors, devant la fenêtre de la chambre, comme si elle montait la garde. Thomas prépara un café fort et s'assit sur le porche avec Rosaria. Le silence était pesant, interrompu seulement par le chant des cigales. Qui ferait une chose pareille, Rosaria? 2 nouveau-nés laissés pour morts? Elle lui tint fermement la main et répondit. Quelqu'un sans âme. Mais cela n'a plus d'importance maintenant. Ce qui compte, c'est qu'ils soient là, qu'ils vivent et que nous les protégerons, coûte que coûte. Thomas hocha la tête, mais une peur grandissait dans son esprit. Rosaria, c'est grand. Ce n'était pas un hasard. Ces filles ont une histoire qui va arriver à tout moment et quand elle arrivera, nous devons être prêts. À l'intérieur de la maison, le doux bruit de la respiration des jumeaux se mêlait au hennissement sourd de Lua. L'instinct avait sauvé des vies, mais le danger allait désormais prendre forme. Les jours qui ont suivi le sauvetage des jumeaux ont été remplis d'une routine de soins intenses et de silence prolongé. Rosaria a passé des heures à côté des petits, changeant leurs vêtements, chantant de vieilles chansons et regardant leur sommeil avec le dévouement d'une mère qui a attendu toute sa vie pour assumer ce rôle. Thomas était plus silencieux que jamais, observant chaque mouvement de sa femme et chaque geste des enfants, comme s'il essayait de prédire l'avenir à travers leurs traits délicats. Lua, la jument brune qui les avait conduits au miracle, resta inébranlable dans sa veille. Pendant la journée, il paissait près de la cabane, mais la nuit, il se tenait devant la fenêtre où dormaient les filles, comme s'il s'agissait d'une sentinelle déterminée. Le couple a commencé à s'adapter à la nouvelle routine, mais l'ombre de l'événement planait comme un lourd nuage, prêt à s'effondrer. Rosaria, malgré sa joie latente, ne pouvait s'empêcher de sentir qu'elle vivait un moment emprunté. Thomas, à son tour, lut dans les yeux de la jument et réalisa que quelque chose de plus grand allait encore arriver, et cela se présenta sous forme de rumeur. Dans le village le plus proche, situé à 1 heure de marche le long du chemin de terre, les conversations ont commencé à circuler aussi vite qu'un feu de forêt sec. Tout d'abord, un commerçant a juré avoir vu une voiture de luxe traverser le désert quelques jours avant la pluie. Par la suite, un randonneur a raconté avoir entendu un cri fragile venant des dunes alors qu'il cherchait un abri. Cette information est parvenue aux oreilles du sergent Harold Miller, l'officier de police local, connu pour sa moustache toujours droite et son sens de la justice qui n'est pas toujours à la hauteur de la bureaucratie de la région. Miller, un homme méthodique et persistant, a décidé de vérifier les rapports. Il a pris son véhicule en mauvais état et a commencé à visiter des propriétés dans le désert. Lorsqu'il s'est garé devant la cabane Navarro, il avait de la curiosité dans les yeux et dans les mains un bloc-notes avec des questions auxquelles il espérait répondre. Rosaria, lorsqu'elle le vit sortir de la voiture, sentit son estomac se serrer. Thomas pinça les lèvres et se plaça devant la porte comme une barrière instinctive. Lua, sur le côté, relevait la tête et hennissait, les yeux fixés sur l'inconnu. « Bonjour, donna Rosaria, monsieur Thomas. Nous avons reçu des rapports curieux venant de la région, a déclaré le sergent d'un ton neutre, essayant de maintenir une conversation informelle, malgré la tension visible. Thomas répondit par un hochement de tête, les yeux mi-clos. Il n'y a rien de différent ici, sergent. Notre routine continue comme toujours.
Rosaria se força à sourire, serrant le tablier entre ses doigts. Nous avons eu une forte tempête, mais Dieu merci, nous n'avons rien perdu. Miller n'a pas fait de commentaire, il a juste noté quelque chose sur son presse-papier. Ses yeux parcoururent la façade simple de la maison, la cour bien entretenue et la posture agitée de la jument, qui ne le quittait pas des yeux. Puis-je entrer un instant? Je parle à toutes les familles de la région. Rien d'autre. Devant son insistance et craignant d'éveiller des soupçons, Thomas ouvrit la porte et lui fit signe d'entrer. Le sergent marchait lentement, observant chaque détail, d'un œil exercé, l'odeur des herbes, le thé chaud sur la table, le bruit sourd des pleurs venant de la pièce en arrière-plan. Rosaria s'avança et dit. Nous sommes avec le neveu de mon frère. Sa mère a eu des complications lors de l'accouchement et ils nous ont envoyé les filles pour que nous nous en occupions pendant un certain temps. Filles? Le sergent haussa un sourcil. Ce sont des jumeaux, nés il y a quelques jours. Ils sont venus hier matin, répondit rapidement Thomas. Le sergent hocha simplement la tête, mais Lua, comme si elle sentait que le mensonge n'était pas convaincant, se plaça devant la porte de la chambre, bloquant le passage avec son corps large. Cette jument a l'air vraiment étrange, commenta Miller en s'approchant lentement. Luaini et ses sabots heurtèrent violemment le sol, comme un avertissement. Le bruit des pleurs s'intensifia et Miller, sentant qu'il y avait quelque chose de plus, demanda à voir les filles. Les yeux écarquillés, Rosaria accepta, poussant doucement Lua sur le côté. Dans la chambre, les jumeaux dormaient dans un berceau de fortune, un panier de paille bordé de couvertures. Le policier s'est approché, mais lorsqu'il s'est penché pour mieux voir, ses yeux ont remarqué quelque chose qui traînait entre les fissures du bois, une enveloppe jaunie avec des armoiries. Il se pencha, ramassa le papier et en sortit une lettre tachée par le temps. À la lecture des premières lignes, le visage du sergent pâlit. Ces enfants ne peuvent pas exister. Ils représentent une erreur dont je ne peux me souvenir. Thomas et Rosaria se regardèrent avec étonnement. Miller leva les yeux. Messieurs, c'est grave. Quelqu'un a tenté de tuer ses filles et, d'après les écrits, cela vient d'un homme influent. Nous devons parler. Dehors, Luaini encore. La vérité commençait enfin à émerger du désert. Les heures qui suivirent la lecture de la lettre furent marquées par le silence et l'inquiétude. Le sergent Miller sortit de la cabine Navarro avec le document soigneusement plié dans la poche de sa veste, les yeux durs comme la pierre et l'esprit bouillonnant de questions. Il n'a pas fallu longtemps pour que le contenu de la lettre parvienne au commissariat de la ville et, de là, comme l'éclair, parcourt les couloirs des journaux locaux et des chaînes de télévision régionales. En moins de 24 heures, la nouvelle selon laquelle un prétendu magnate de la capitale pourrait être impliqué dans l'abandon de 2 nouveau-nés dans le désert s'est répandue dans toute la région comme une traînée de poudre. Le nom d'Edgar Blake est apparu dans un reportage d'investigation mené par un journaliste persistant d'une chaîne indépendante. C'était le même nom signé sur la lettre. En quelques clics, le lien s'est confirmé, Edgar était directeur exécutif d'une société multinationale dont le siège était dans la capitale et avec un passé de scandales étouffés. Mais l'information la plus surprenante est arrivée peu de temps après. Valeria Munoz, ancienne secrétaire d'entreprise, avait disparu sans laisser de traces après avoir donné naissance à des jumelles quelques mois plus tôt. L'histoire, qui avait commencé comme un murmure dans le désert, a maintenant pris le volume du tonnerre. Rosaria regardait les informations à la télévision, la bouche entr'ouverte, assise dans son fauteuil à bascule avec l'une des filles endormies dans ses bras. Thomas passa ses doigts sur son front comme s'il essayait d'organiser ses pensées éparses. Lua tournait en rond à l'extérieur de la maison, agitée, hennissant de temps en temps, comme si elle sentait le danger approcher. Lorsque l'image d'Edgar apparut à l'écran élégant, bien habillé, mais avec des yeux froids comme de la glace, Rosaria sentit son estomac se retourner. C'était le visage de l'homme qui avait délibérément laissé 2 vies mourir sous un soleil de plomb. Et maintenant, il viendrait. Elle en était sûre. Cela n'a pas pris longtemps. Le 3e jour, après que le reportage ait pris de l'ampleur, 3 voitures noires sont apparues sur le chemin de terre qui menait à la cabane. Rosaria se leva immédiatement, passa la fille dans les bras de Thomas et courut mettre l'autre fille dans la pièce.
Lua s'est positionné devant la porte, les pneus hurlant alors que les voitures s'arrêtaient. Le premier à descendre fut Edgar, accompagné de 2 agents de sécurité et d'un huissier avec une enveloppe à la main. « Bonjour, je suis venu récupérer ce qui m'appartient de droit, » dit Edgar sans même faire semblant d'être cordial. Rosaria a quitté la maison, les pieds fermement sur terre, les yeux brûlants. « Il n'y a rien ici qui vous appartienne, monsieur Blake. » L'officier s'avança et sortit le papier de l'enveloppe. « Madame, j'apporte ici une ordonnance provisoire du tribunal. Cet homme prétend être le père biologique des enfants et demande leur garde immédiate jusqu'à ce que les faits soient établis. » Thomas est apparu à la porte avec l'un des jumeaux sur ses genoux, l'autre déjà caché à l'arrière de la maison. « Ce n'est pas un objet, on ne peut pas les arracher comme ça. » Edgar fit un pas en avant. « Je ne discute pas avec des rednecks. J'ai un document légal. Et s'ils ne veulent pas coopérer, je peux appeler des renforts. » Rosaria a levé son téléphone portable et a commencé à enregistrer. « Peux-tu répéter ce que tu as dit ? » Le magnate a perdu son sang-froid. « Ces enfants n'auraient jamais dû naître. J'ai payé pour que ce soit résolu. Maintenant, je dois nettoyer ce gâchis parce que vous vous êtes impliqué là où vous n'étiez pas appelé. » Thomas serra les poings, mais fut retenu par Lua, qui hennissait bruyamment et se plaçait entre eux. L'enregistrement a tout capturé. Rosaria, d'une voix tremblante, a répondu « Vous venez d'avouer et nous en avons la preuve. La lettre, cet enregistrement, les enfants, tout. » Il n'a pas fallu longtemps pour que la vidéo soit envoyée par Thomas au sergent Miller et, en même temps, aux journalistes qui avaient couvert le reportage original. En quelques heures, l'enregistrement est devenu viral sur les réseaux sociaux, accompagné d'un extrait de la lettre, dans laquelle Edgar décrit ses filles comme une erreur. Le tollé général a été immédiat. Les chaînes d'information ont fait pression sur la police locale et, en moins de 12 heures, une nouvelle voiture est arrivée au chalet. Cette fois, faisant venir Miller et 2 agents de la capitale. Edgar Blake est en état d'arrestation pour tentative de meurtre, abandon de personnes frappées d'incapacité et entrave à la justice, a annoncé Miller, alors que le magnate était menotté sous les yeux étonnés des gardes de sécurité. Rosaria regardait la scène avec ses mains tremblantes sur son cœur. Lua hennissait doucement et l'une des filles se mettait à pleurer, comme si elle sentait que le monde autour d'elles avait enfin fait un premier pas vers la justice. Alors qu'Edgar était placé sur le siège arrière de la voiture de police, il a regardé Rosaria par la fenêtre avec un mélange de colère et de peur. « Je savais que j'avais perdu le contrôle. » Thomas retourna à l'intérieur et trouva Rosaria assise sur le bord du lit avec les 2 jumeaux dans ses bras. Il ne pleurait pas, mais il y avait une lueur de décision dans ses yeux. « Nous ne les laisserons pas. Maintenant, le monde le sait, et cela change tout. » Thomas la serra dans ses bras et Lua, depuis la porte, resta attentive. Le désert, qui avait été autrefois le silence et la mort, résonnait désormais des voix qui réclamaient des vérités longtemps cachées, et elles ne seraient plus ignorées. 3 jours après l'arrestation d'Edgar Blake, l'affaire faisait toujours le buzz dans l'actualité et sur les réseaux sociaux. Mais, au sein du petit commissariat du village, un nouveau chapitre commençait à s'écrire. Il était tôt le matin lorsque la porte du commissariat s'est ouverte, révélant une femme aux cheveux attachés en chignon de fortune, vêtue d'une robe simple et usée. Ses yeux marrons intenses cherchaient quelque chose avec une urgence désespérée. Elle s'est présentée comme étant Valeria Munoz. Les mots étaient à peine sortis de sa bouche qu'il aperçut, à travers la vitre de la réception, l'image des jumeaux sur une affiche d'information, collée au mur. Le sergent Miller l'a conduite dans la salle privée, où elle pouvait à peine s'asseoir. D'une voix tremblante, il raconta son histoire. Comment elle avait été l'employée d'Edgar, comment elle s'était impliquée avec lui, comment elle avait découvert qu'elle était enceinte et, finalement, comment il avait menacé sa vie. Elle avait fui après avoir accouché, croyant qu'Edgar avait disparu avec ses filles. Vivant sous un autre nom dans un ranch lointain, il avait passé des mois en silence, attendant une occasion de les revoir. Et maintenant, après tout, il était enfin là. Les retrouvailles que vous n'aviez jamais imaginées sont devenues réalité. Rosaria et Thomas ont été appelés au commissariat en fin d'après-midi.
Rosaria entra avec les jumeaux dans ses bras, méfiante et nerveuse. Lorsqu'il aperçut Valeria assise, les yeux larmoyants, ses pas chancelèrent. Le sergent Miller fit les présentations avec subtilité, essayant d'alléger le poids de ce moment. Valeria se leva avec hésitation, regardant ses filles avec une expression incrédule. Ses mains tremblaient, ses lèvres cherchaient des mots qui ne venaient pas. Rosaria serra les filles contre sa poitrine et, pendant un instant, le silence devint insupportable. « Je peux les toucher ?» demande Valeria, la voix à peine audible. Thomas intervint gentiment. « Ils sont encore tout petits, mais ils vont bien. Ils vivent grâce à cette femme ici. » Rosaria, les larmes aux yeux, fit enfin un pas en avant. « Ils sont à vous, je sais. Mais s'il vous plaît, regardez ce que nous avons fait. Voyez comment nous avons pris soin d'eux. » Valeria prit une des filles dans ses bras en tremblant. L'enfant la regarda avec curiosité, sans crainte, et sourit. Et dans ce sourire, un pont invisible est né entre deux mères, l'une du sang, l'autre de la création. Pendant des heures, assises côte à côte, Valeria et Rosaria ont échangé des histoires, des peurs, des cicatrices. Le sergent Miller, en silence, regardait le miracle se produire sous ses yeux. Valeria a parlé de la fuite, de la solitude, de la douleur de ne pas savoir ce qui était arrivé à ses filles. Rosaria a parlé du sauvetage, du désespoir, du lien inexplicable né du premier contact avec cette peau brûlée par le soleil. Lorsque la nuit est tombée et que les filles dormaient sur des couvertures sur leurs genoux, Valeria a pris une décision inattendue. « Je ne peux pas les prendre comme ça. Ce serait injuste. Vous leur avez sauvé la vie. Je ne peux pas vous enlever ça. » Rosaria la regarda avec surprise. « Qu'est-ce que tu dis ?» Valeria sourit avec les yeux larmoyants. « Je veux proposer la garde partagée. Je ne veux pas te les enlever. Je veux qu'ils aient tout. Amour, stabilité, histoire. Je veux qu'ils grandissent avec deux mères. » L'idée, bien qu'audacieuse, a été accueillie avec un mélange de choc et de soulagement. Thomas, qui avait tout écouté en silence, se leva et serra la main de Valeria. « C'est plus que ce que nous aurions pu imaginer. Merci. » Rosaria n'a pas pu retenir ses larmes. « Dieu a entendu ma prière. J'ai demandé à être mère et maintenant j'ai deux filles et une amie. » Quelques jours plus tard, avec le soutien du sergent Miller et d'un avocat local, un accord de vie commune provisoire a été conclu. Valeria est retournée au ranch où elle travaillait et bientôt le fermier, un vieil homme au bon cœur, a offert un terrain à Rosaria et Thomas, juste à côté. Il a dit que c'était un remerciement pour tout ce qu'ils avaient fait pour les enfants et pour le courage dont ils avaient fait preuve face à l'injustice. En une semaine, une petite maison en bois était déjà en construction avec l'aide des voisins et du fermier lui-même. Lua, bien sûr, faisait partie du nouveau départ. La jument a été officiellement offerte à la famille par ses précédents propriétaires, qui ont compris son rôle inestimable dans l'histoire. Lua partageait ses journées entre la maison de Rosaria et celle de Valeria, comme si elle comprenait que son devoir était envers tout le monde. Il était courant de la voir allongée entre les maisons, paissant librement ou se reposant près du berceau où dormaient les filles. Les habitants de la région ont commencé à la traiter avec respect, l'appelant la gardienne des miracles. Un après-midi de fin d'après-midi, alors que le soleil peignait le ciel d'or, Valeria et Rosaria étaient assises sur des bancs en bois sous un manguier en fleurs. Entre eux, les jumeaux rampaient et jouaient avec des rubans colorés. « Je n'aurais jamais pensé que ma vie prendrait cette tournure », a déclaré Valeria en caressant les cheveux d'une des filles. « Moi non plus, mais Dieu ne rate pas le chemin. Il a utilisé une jument pour sauver ce qu'il y a de plus précieux et maintenant, ensemble, nous veillerons à ce qu'ils grandissent avec tout ce qu'ils méritent. » Les semaines suivantes ont été pleines d'adaptation, d'ajustement et beaucoup d'apprentissage. Rosaria et Valeria s'occupaient à tour de rôle des filles, échangeant tour de rôle, conseils et affection. Thomas, silencieux et attentif, a créé des jouets en bois pour divertir les plus petits. Le sergent Miller faisait de fréquentes visites, apportant toujours quelque chose du village. Couche, course ou juste une bonne nouvelle. Un jour, il arrive avec un document entre les mains,
l'officialisation de la garde partagée, signée par un juge de la capitale. Maintenant, c'est officiel. Ils ont 2 mères et un foyer, 2 cœurs, a-t-il déclaré avec émotion. Ce soir-là, ils ont célébré avec un gâteau à la semoule de maïs, du café frais et beaucoup de musique. Luaini comme si elle chantait aussi, et les jumeaux rirent en désignant le ciel. Peut-être ont-ils vu quelque chose que les adultes ne pouvaient pas voir. Peut-être ont-ils ressenti la paix de savoir que, contre toute attente, ils avaient gagné. Et l'amour, le véritable, vivait désormais 2 fois plus. 5 ans se sont écoulés depuis ce jour où la justice a frappé à la porte de la paillote. Le temps, avec sa patience silencieuse, a façonné un nouveau quotidien pour les familles unies par le destin. Sophia et Clara, aujourd'hui âgées de 5 ans, ont grandi pleines d'énergie, de curiosité et d'affection. Ils vivaient en alternance entre les maisons de Rosaria et de Valeria, comme s'ils se déplaçaient naturellement entre 2 mondes complémentaires. Dans une maison, l'odeur de la galette de maïs, le bruit du rocking chair, les histoires racontées au crépuscule. Dans l'autre, les dessins colorés sur les murs, les vêtements rangés avec des étiquettes, les livres d'histoire pour enfants empilés sur l'étagère. Les filles couraient à travers les jardins fleuris, sous le regard attentif de Lua, désormais le dos un peu cambré, mais toujours ferme, comme autrefois. La jument a vieilli dignement et sa présence est un élément essentiel de la routine des enfants. Ils savaient quand ils étaient tristes, ils sentaient quand une fièvre menaçait d'éclater et ils ne s'éloignaient jamais trop. Les filles, à leur tour, la traitaient comme un membre de la famille, avec des baisers sur le nez et des nœuds colorés attachés à sa crinière. La préparation de la fête du 5e anniversaire a été un véritable événement. Rosaria et Valeria, telles des âmes sœurs, se partageaient chaque tâche avec légèreté et complicité. Les tables étaient dressées dans la cour entre les 2 maisons, décorées de fleurs sauvages, de nappes en calicot et de drapeaux faits à la main par les filles. Thomas, avec ses outils usés, avait construit une balançoire en bois en forme de cheval et une petite maison de poupée qui faisait soupirer les gens. Les voisins sont venus de partout pour aider. Donna Julia a apporté les tamales. Monsieur Antonio a fait don de boissons gazeuses et même le sergent Miller s'est présenté avec une boîte de jouets qu'il avait lui-même achetée. Tout le monde savait que cette famille n'était pas ordinaire. C'était un miracle collectif. Pendant que Rosaria étendait des ballons colorés avec un ruban dans les cheveux, Valeria organisait des colis souvenirs avec des friandises faites maison. Ils ont ri, échangé des taquineries affectueuses et leurs yeux se sont remplis de larmes lorsqu'ils se sont rappelés où tout avait commencé. Personne n'y oubliait le désert, l'abandon, les hennissements désespérés de Lua. Au moment de chanter Joyeux anniversaire, Sophia et Clara avaient le visage peint comme des papillons, assises sur des bambas en bois, entre Rosaria et Valeria, elles soufflaient les bougies d'un gâteau décoré de figures de chevaux et de dunes dorées. Tout le monde a applaudi et Luaini en arrière-plan, comme si elle aussi faisait la fête. Après la fête, pendant que les adultes parlaient et riaient, les filles prirent 2 cordes de soie et conduisirent Lua le long du chemin de terre qui traversait les champs. Ils chevauchaient en souriant, comme quelqu'un portant toute une enfance de tendresse sur le dos d'un animal. Derrière eux, le soleil se couchait d'un orange intense, colorant l'horizon comme un tableau éclatant. « Courez, Lune !» cria Sophia. « Plus vite, Lua !» demanda Clara. La jument obéissait doucement, au trot rythmé, comme si chaque pas était une prière. Reconnaissant. Pour ceux qui regardaient de loin, il s'agissait de 3 silhouettes magiques traversant le coucher de soleil, 2 enfants sauvés par l'improbable et un animal qui refusait de tourner le dos à la vie. Inspirées par l'histoire qu'elles ont vécue et par la certitude de pouvoir faire plus, Valeria et Rosaria ont fondé, avec l'aide de dons et le soutien d'amis, l'Instituto Estrelado Deserto. Le nom a fait l'unanimité, un hommage à la jument qui a changé le cours de tant de vie. L'institut a été créé dans le but d'accueillir des femmes et des enfants abandonnés, en leur offrant un hébergement, une éducation, un soutien juridique et émotionnel. En peu de temps, une simple maison s'est transformée en un centre d'espoir vibrant, avec des salles colorées, une cafétéria commune, une salle de jeu et une petite école. Valeria se consacre au côté administratif, mettant à profit ses anciennes compétences en secrétariat. Rosaria a dirigé les ateliers de couture,
de cuisine et d'artisanat, enseignant à d'autres femmes comment subvenir à leurs besoins avec dignité. Les jumeaux fréquentaient également les lieux, jouant avec d'autres enfants et écoutant, même sans tout comprendre, les histoires de douleur et de dépassement qui y circulaient. Lua, avec sa démarche calme, était une figure constante dans les jardins de l'Institut, permettant aux enfants de caresser sa fourrure et d'entendre, de la part des fondateurs, l'histoire de comment tout a commencé par un hennissement dans le désert. L'impact du Desert Star Institute a commencé à se propager. Les journalistes sont retournés dans la région pour raconter comment une famille improbable a transformé un crime en héritage de solidarité. Valeria a été interviewée par les chaînes de télévision nationales. Rosaria, malgré ses réticences face aux caméras, a accepté de raconter sa version, en soulignant toujours que personne ne fait rien seul. Thomas, à sa manière silencieuse, a construit une nouvelle aile à l'Institut, du nom des jumelles, l'aile Sophia et Clara. L'initiative a inspiré des projets similaires dans d'autres régions. Un documentaire a été produit, quelques mois plus tard, récompensé. Mais pour eux, la véritable récompense résidait dans chaque enfant qui n'avait plus peur la nuit, dans chaque femme qui trouvait la force de recommencer. Les familles s'agrandissaient, non pas par le sang, mais par l'affection, et chaque anniversaire de jumeaux devenait une grande fête communautaire, où personne ne se sentait exclu. Lors d'un de ces après-midi paisibles, tandis que le vent balançait doucement les rideaux des maisons jumelles, Rosaria écrivait dans son cahier à couverture bleue. C'était un journal qu'il tenait depuis le jour où ils avaient retrouvé les filles. J'ai écrit pour qu'un jour, quand Sophia et Clara seraient plus grandes, elles puissent comprendre tout ce qui s'était passé. La dernière phrase du chapitre que j'écrivais ce jour-là disait « Tu n'es pas né de mon ventre, mais tu es né de mon miracle ». Valeria, arrivée avec du pain frais et le rire aux lèvres, la lut par hasard et la serrait dans ses bras, sans rien dire. Dans la cour, Thomas aiguisait une houe. Lua dormait à l'ombre du manguier et Sophia et Clara, désormais aux cheveux longs et aux yeux intelligents, jouaient à cache-cache. Ce furent deux vies qui ont failli se terminer avant même d'avoir commencé, mais qui ont été sauvées par un geste, par une femme au cœur immense, par une autre qui a eu le courage de revenir, par un homme silencieux et honorable et par une jument qui ne connaissait pas les mots, mais qui comprenait tout. Un miracle en deux vies et une histoire qui ne sera jamais oubliée. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne Destino Narrado et de commenter ce que vous avez pensé de ce passionnant voyage de courage, d'amour et de rédemption. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de croire que les miracles se produisent encore.